Maintenant, on va faire un petit débat. Je vais vous présenter un certain nombre d'arguments pour interroger la pertinence de tous les outils qu'on vient de voir. Donc en fait, à l'heure actuelle, on parle souvent des éclairages artificiels en termes d'économie d'énergie. Mais en même temps, on peut se demander quelles sont les qualités des éclairages artificiels qui définissent une bonne lumière artificielle. Donc, je vais appeler ça les qualités humaines. Donc, une lampe économique, c'est basé sur le principe suivant. En fait, si les lampes servent à éclairer, pourquoi est-ce qu'elles devraient émettre dans les UV et dans les infrarouges? En fait, une lampe qui émet de l'énergie électromagnétique seulement dans le visible, on va dire qu'elle ne gâche pas d'énergie en produisant des UV et des infrarouges. Par conséquent, en fait, la plupart des lampes les plus récentes n'émettent ni UV ni infrarouge. Comme ici, vous voyez, on a une LED blanche à 5000 degrés Kelvin. Elle n'émet que de la lumière visible. Et donc, comme on l'a vu, le fait d'émettre seulement de la lumière visible, en général, ça permet d'obtenir des bons points en termes d'étiquette énergie. Alors voici en comparaison le spectre de la lumière du soleil qui atteint la Terre. Donc on a déjà vu, il y a 5% d'UV, 61% de lumière visible, 34% d'infrarouge. Et alors là, vous avez le spectre des lampes à incandescence, c'est la courbe rose, la lampe halogène en vert. La lampe halogène, en fait, c'est une version un peu améliorée de la lampe à incandescence qui a une température de couleur un peu plus élevée, entre 3000 et 3200 degrés. Le principe, ça reste quand même le même, c'est un filament de tungstène dans une ampoule en verre qui est chauffé à haute température et qui émet de la lumière par incandescence. Vous voyez donc dans les deux cas, on a un tout petit peu d'UV qui est émis, pas mal de lumière visible, mais quand même pas mal d'infrarouge. À peu près 65% de lumière visible et 33% d'infrarouge, donc de lumière ou d'énergie électromagnétique invisible. Donc ça sert d'argument pour dire que ces lampes sont peu économiques en fait. Il y a à peu près un tiers de l'énergie électromagnétique qui est produite qui n'est pas visible. Donc en fait, en général, on considère tout simplement que la lumière à incandescence, c'est du gâchis. Là, vous voyez, il y a deux documents que je vais vous demander quand même de prendre avec un peu de précaution, parce que en gros, ce sont le document de gauche, c'est en gros une publicité pour les lampes fluocompactes. Vous voyez que à gauche, on a la lampe à incandescence qui est considérée comme la pire de toutes. Donc il faut 100 watts pour produire 1600 lumens. Les lumens, ça correspond en fait au flux de lumière qui sort de la lampe. Une halogène, c'est 77 watts pour produire le même flux lumineux. Une fluocompacte, 23 watts. Et puis une LED, 20 watts. Alors vous voyez que en même temps, la fluocompacte elle coûte seulement 2,23 $, alors que la LED coûte 45 $. Donc là, clairement, si vous suivez ce tableau, on se demande vraiment si ça vaut le coup d'acheter des LED parce qu'elles sont tellement plus chères pour quasiment le même résultat qu'il vaut mieux acheter une fluocompacte, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment du gâchis en fait l'infrarouge émis par les lampes à incandescence? Alors pour répondre à cette question, il faut se demander en fait qu'est-ce qui arrive à cet infrarouge qui est émis par les lampes. Et alors c'est ce qu'a fait une équipe canadienne dans un article scientifique qui s'appelle To Switch or Not to Switch, a Critical Analysis of Canada's Ban on Incandescent Light Bulbs.
Alors, le Canada, d'ailleurs comme l'Union européenne, ont interdit progressivement les lampes classiques à incandescence à partir de 2009 à peu près. Aujourd'hui, en Europe, on trouve plus que des lampes à incandescence qui consomment peu d'énergie, genre 20 ou 30 watts. C'est vraiment des petites lampes qui servent par exemple de lampes de chevet. Et ce sont toutes des halogènes. Il n'y a plus du tout de lampes à filament classiques comme on en trouvait il y a 10 ans à peu près. Elles sont interdites parce qu'elles sont trop énergivores. Alors quand on considère l'ensemble de l'équation qui met en rapport la consommation électrique et l'énergie produite, on trouve que les lampes à incandescence produisent environ 95% de chaleur et 5% de lumière. Avec les lampes halogènes, on doit être à peut-être 93% de chaleur et 7% de lumière. Mais alors, donc les chercheurs canadiens qui ont fait cette étude dont je vous parle, en fait, ils se sont demandé, tiens, au Canada, en hiver, il fait très froid, les gens changent leurs ampoules à incandescence classiques par des ampoules fluocompactes. Est-ce que la chaleur qui était dégagée par les lampes à incandescence, chaleur qui a disparu depuis qu'on met des lampes fluocompactes, est-ce que cette perte de chaleur se reflète sur la facture de chauffage des foyers canadiens? Et ils ont trouvé que effectivement, en fait, l'énergie nécessaire pour chauffer les maisons et les appartements était plus importante quand on changeait de source de lumière. Donc on peut se demander si c'est vraiment du gâchis dans la mesure où une lampe à incandescence, en fait, elle chauffe la pièce dans laquelle elle se trouve. Elle chauffe pas beaucoup, mais on peut quand même voir la différence sur la facture de chauffage, quoi. Et donc ils ont fait une relation pour le Québec. Si toutes les ampoules à incandescence du Québec étaient remplacées par des fluocompacts, ça équivaut en termes de CO2 émis par le chauffage à ajouter 40 000 voitures sur les routes du Québec. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? En tout cas, la conclusion de l'étude, c'est que c'est pas toujours avantageux d'un point de vue environnemental, donc d'un point de vue écologique, de remplacer les lampes à incandescence classiques par des lampes fluocompactes. En fait, c'est avantageux l'été, parce que l'été, on n'a pas besoin de chauffer, donc la chaleur produite par les lampes, elle risque de poser problème en fait, parce qu'on va allumer par exemple des systèmes de climatisation pour refroidir les appartements. Mais l'hiver, en fait, il vaudrait mieux utiliser des lampes à incandescence classiques. Alors l'équation est aussi complexe parce que ça dépend un peu comment on se chauffe. Par exemple, si on se chauffe au charbon, qui est très polluant, alors là, il vaut mieux surtout pas mettre des lampes fluocompactes parce que ça veut dire qu'on va brûler plus de charbon. Par contre, si on se chauffe à l'électricité qui au Québec est produite par des barrages, donc qui n'émet pas du tout de CO2, alors là, on peut mettre pas de problème des lampes fluocompactes. Alors, une autre chose qui va rentrer dans notre débat là, c'est vous voyez là, on a le spectre du soleil. Le spectre du soleil, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, contient des UV et des infrarouges. Donc ce sont des formes d'énergie électromagnétique auxquelles on sait pas, auxquelles nos yeux ne sont pas sensibles, excusez-moi. Mais est-ce qu'ils servent à quelque chose? Alors, pour répondre à cette question, il faut quand même considérer le fait que, en fait, on est des animaux, on est des mammifères, des êtres biologiques. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on est le produit de millions d'années d'évolution sur la surface de la Terre, sous la lumière du soleil. Et donc on a toujours été exposé aux UV, à la lumière du soleil visible et aux infrarouges du soleil.
Mais depuis quelques dizaines d'années, en fait, on vit de plus en plus à l'intérieur, dans des bureaux, on passe nos journées dans des bureaux à travailler. Certaines personnes travaillent de nuit. Certaines personnes vivent dans des environnements où la lumière naturelle est extrêmement altérée par la pollution. Et donc dans tous ces environnements, on utilise des éclairages artificiels. Alors, à quoi servent les UV? On dit souvent que les UV sont dangereux pour la peau, et c'est vrai. En fait, au-delà d'une certaine dose, les UV sont effectivement dangereux, ils accélèrent notre vieillissement. Et donc par exemple les UVB, donc entre 290 et 320 nanomètres, bah, c'est ça qui va nous faire bronzer quand on est au soleil à l'extérieur. Ça peut provoquer des maladies de peau, des coups de soleil ou dans le pire des cas, si on abuse vraiment, des cancers. Mais pourtant, les UVB sont aussi essentiels à la synthèse par le corps humain de la vitamine D, qui est une vitamine essentielle. Alors les UVC par contre, donc entre 100 et 290 nanomètres, ça c'est vraiment de la crasse. Il faut absolument les éviter, c'est dangereux, c'est complètement invisible et ça détruit la rétine, ça peut nous rendre aveugles, ça donne des cancers. Les UVC, ça c'est clair qu'il faut pas s'y exposer. Et de toute façon, dans la lumière naturelle, il y en a pas parce qu'ils sont filtrés par ce qu'on appelle la couche d'ozone. Alors, il se trouve que dans certaines lampes fluo-compactes, dans certains modèles bas de gamme, eh ben, ces lampes sont mal foutues et elles émettent beaucoup d'UVB ou bien un peu d'UVB et quelquefois même des traces d'UVC. Alors une lampe fluo-compacte, on l'a vu, on l'a vu la semaine dernière, grosso modo c'est la même chose qu'un tube fluorescent. Mais pas de bol, en fait, les lampes fluo-compactes sont souvent vachement moins travaillées au niveau du design. Et donc les experts de la Commission européenne sur la recherche des des dangers liés aux nouvelles sources de lumière, ont trouvé que certaines lampes fluo-compactes étaient mal calibrées et émettaient donc des UVB et quelquefois des UVC. Donc ça, c'est assez mauvais, ça veut dire que ça peut être potentiellement dangereux pour la santé d'utiliser des fluocompacts de mauvaise qualité. Et donc comme je vous ai dit, l'UVB en même temps, c'est quelque chose dont on a besoin. Alors à droite vous voyez que il y a un petit diagramme là avec quelque chose qu'on appelle UVI, c'est l'indice UV en fait. Et donc en fonction de notre couleur de peau et en fait on a besoin d'un certain nombre de rayonnements UV qui nous permettent de synthétiser en quantité suffisante la vitamine D. Euh, Si on n'est pas assez exposé aux aux UVB en tout cas, on peut développer des carences en vitamine D. Et donc on peut se demander, ces gens qui passent leur journée dans les bureaux ou dans le métro, ou bien des gens qui travaillent la nuit, ou bien des gens qui vivent dans des villes extrêmement polluées où la lumière du jour est complètement altérée par la pollution, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un petit peu plus d'UV C'est une vraie question en fait, hein, sachant que les lampes économiques, pour certaines en émettent, comme les fluocompacts, mais c'est plutôt une erreur de conception. Et les diodes électroluminescentes, elles n'émettent absolument pas d'UV. Donc, comment vont faire ces gens s'ils s'éclairent avec des LED qui n'ont pas de soleil? Bon, bah, ils vont sans doute prendre des compléments alimentaires de vitamine D. Alors maintenant l'infrarouge, est-ce que l'infrarouge ça sert à quelque chose? Parce que l'énergie solaire est constituée grosso modo d'un tiers d'infrarouge. Est-ce que ça a un effet sur la santé? Est-ce qu'on en a besoin, sachant qu'on a évolué, qu'on est le produit d'un processus d'évolution biologique qui a pris des millions d'années?
sous la lumière du soleil, sous les infrarouges. Alors, il y a un dermatologue québécois qui a publié, une équipe québécoise qui a publié un travail sur les rapports entre la peau humaine et l'infrarouge. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'infrarouge pourrait avoir un effet bénéfique sur l'exposition à la lumière du soleil. Ils ont appelé ça la photoprévention. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Là, vous voyez déjà, on a un spectre de la lumière dans lequel on a les UV à gauche, la lumière visible, et puis à droite, les infrarouges, différents types d'infrarouges. Donc, il y a les IRA, ce qu'on appelle le Near Infrared, l'infrarouge proche, les infrarouges B et les infrarouges C. Alors, ce qu'ils ont trouvé, en fait, leur hypothèse, c'est que au cours d'une journée, la lumière naturelle varie, le spectre du soleil change, et le matin, il y a beaucoup plus d'infrarouges qui sont émis par la lumière du soleil que à midi, par exemple. Donc là, vous avez les courbes. La courbe rouge correspond à une mesure du soleil, de la lumière du soleil faite à 6 heures du matin. Et la courbe bleue correspond à la mesure du soleil au même endroit faite à midi. Et donc ce qu'on voit, c'est que à 6 heures du matin, il y a proportionnellement plus d'infrarouges qu'à midi. Et donc ça a donné une idée à ces dermatologues-là. Ils se sont posé la question, est-ce que l'exposition aux infrarouges change la sensibilité de la peau à l'exposition aux UV? Et ils ont trouvé que effectivement, quand ils exposaient la peau d'un sujet à l'infrarouge d'abord et ensuite aux UV, la peau résistait mieux aux UV. Elle avait été comme préparée à une exposition aux UV. Et donc les gens prenaient moins de coups de soleil en fait. Vous voyez là, il y a des tests sur la peau. Et à gauche, vous avez en fait... vous voyez que la peau est quasiment pas attaquée suite à une exposition aux UV parce qu'elle a d'abord été exposée aux infrarouges. Donc, est-ce que, par exemple, ces personnes qui passent leur journée dans le métro et le bureau, qui ne prennent jamais, qui ne s'exposent jamais aux infrarouges, est-ce que ils ne deviendraient pas potentiellement plus sensibles aux ultraviolets? Est-ce que leur peau, est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Bon, tout ça, c'est des questions. Hein. J'ai pas de réponse définitive à ces questions. Alors maintenant, il y a une autre manière de critiquer ou de poser des questions sur les lampes dites à économie d'énergie, qui sont souvent présentées comme des lampes écologiques. En fait, on peut se demander si ces lampes sont écologiques simplement du fait qu'elles consomment moins d'électricité pour produire de la lumière, ou bien est-ce qu'on considère l'ensemble de la chaîne, de la production à l'utilisation, à la consommation d'énergie, jusqu'au recyclage. En fait, il se trouve que les lampes fluocompactes qu'on voit ici sur la photo et les éclairages fluorescents contiennent du mercure. Et le mercure, ça peut s'accumuler dans l'environnement, c'est un métal lourd, c'est très toxique. Donc on peut se poser la question, en fait, est-ce qu'on peut faire confiance aux consommateurs qui achètent ces ampoules pour qu'ils recyclent, pour qu'ils aillent bien ramener l'ampoule au magasin quand elle fonctionne plus? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans des pays comme ici en Inde, où en fait il n'y a pas de circuit de recyclage? Qu'est-ce qui se passe? On jette ça, donc on fait s'accumuler du mercure dans l'environnement. D'un point de vue écologique, c'est quand même pas terrible.
Donc toutes les lampes en fait dites à économie d'énergie, que ce soit des lampes à décharge ou bien des tubes fluorescents, des fluocompacts ou des LED, en fait pour être vraiment écologique, elles nécessitent un circuit de recyclage. Et la complexité des lampes, par exemple fluocompacts ou des LED, font que la complexité du design de ces lampes font qu'elles sont pas faciles à recycler en fait. Donc pour savoir si c'est vraiment écologique, il faudrait faire un calcul, une équation qui prend en compte toutes les étapes de la fabrication à l'utilisation jusqu'au recyclage pour voir exactement combien d'énergie ça consomme. Moi, j'ai pas trouvé de données détaillées par rapport à ça et je pense que la réponse n'est pas tout à fait simple. Et donc à l'heure actuelle, on pourrait dire qu'une solution idéale où on a à la fois une basse consommation d'énergie, un faible impact sur l'environnement au niveau de la production et du déchet, euh, en tout cas dans les technologies qu'on a vues jusqu'à présent, ça n'existe pas vraiment. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ampoules halogènes et les ampoules à incandescence classiques, en tout cas du point de vue du déchet qu'elles produisent, eh ben, en fait, les lampes à incandescence classiques, on doit les jeter à la poubelle. Ce sont pas des objets polluants. Il y a là-dedans du verre, du tungstène, de l'acier. Ce sont des choses qui polluent beaucoup moins. Il n'y a pas de mercure, il n'y a pas de métaux lourds. C'est moins cher à produire. Donc voilà, on peut se poser la question si les normes les normes environnementales liées à l'éclairage sont vraiment bien foutues ou pas. Alors, il y a encore une autre chose dont il faut parler. En fait, il y a un débat sur la lumière bleue. Alors, la lumière bleue, vous avez vu que quand je vous ai montré comment fonctionne une LED blanche, en fait, c'est une LED bleue avec un phosphore qui transforme la lumière bleue en l'absorbant en lumière jaune, en tout cas une partie de cette lumière bleue, et donc on a une lumière blanche. Alors les LED sont souvent utilisés dans les écrans d'ordinateur, dans l'éclairage, dans les écrans de téléphone. Et il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent de divers maux, des migraines, des maux de tête, de la fatigue oculaire. Alors la question c'est est-ce qu'il faut prendre ces gens au sérieux, est-ce qu'il faut les croire? Bon, moi je pense que effectivement quand des gens se plaignent, en général c'est qu'il y a un problème. Et donc il y a même certains médecins qui considèrent que la lumière bleue serait peut-être dangereuse pour la rétine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la lumière bleue, elle est connue pour avoir un effet direct sur le cycle circadien, c'est-à-dire le cycle de l'éveil et du sommeil. Et donc regarder l'écran de son téléphone ou de son ordinateur en pleine nuit, ça peut vraiment avoir un effet néfaste sur le soleil. En même temps, si vous voulez passer une nuit blanche, alors ce sera beaucoup plus facile si vous vous éclairez avec un éclairage très blanc à 6500 degrés Kelvin. Ça permet, croyez-moi, je le sais, de passer très facilement une nuit blanche. Alors là, j'ai trouvé un article sur les effets de la lumière bleue sur le rythme circadien et sur la physiologie de l'œil. Donc bon, les effets sur le rythme circadien, ils sont assez clairs. Hein. Quand vous regardez de la lumière bleue, vous allez en fait dérégler votre cycle et perturber votre sommeil. Si vous regardez de la lumière bleue la nuit, en tout cas. Et alors, dans cet article, les chercheurs qui ont publié cet article promeuvent quand même l'établissement d'un principe de précaution par rapport aux dommages possibles de la lumière bleue sur la rétine. Et ils conseillent d'utiliser comme source de lumière bleue dans les LED des sources qui seraient plutôt entre 470 et 480 nanomètres au lieu des 450 nanomètres classiques. Alors je peux vous dire que ce type de conseil pour le moment est pas du tout suivi par l'industrie, et donc on a vraiment en général des LED qui ont un pic à 450 et pas à 470 ou 480. Donc ça, c'est une illustration du fameux cycle circadien.
Donc de nouveau, on est des êtres, des animaux qui avons évolué sur Terre, et donc notre rythme biologique est réglé par les phases de la lumière du jour. Et donc la lumière bleue, c'est quelque chose qui apparaît le matin, et ça provoque tout un ensemble de réactions dans notre physiologie qui sont liées à l'éveil en fait. Donc c'est assez logique que si à minuit vous regardez de la lumière bleue, vous allez un peu dérégler votre horloge biologique. Alors il y a encore un autre problème avec la lumière bleue, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Alors la pollution lumineuse, vous avez ici illustré en haut à gauche le ciel sur une échelle de 1 à 9. Alors 1 c'est à droite, vous voyez un super ciel où on voit super bien toutes les étoiles et tout ça. Et puis plus on s'approche des villes et moins on voit. Alors il y a plusieurs explications à ça. Bon, il y a évidemment la pollution de l'atmosphère, il peut y avoir des particules dans l'atmosphère, mais il y a aussi le type de lumière artificielle qui éclaire les villes. En fait, les lumières très blanches, qui contiennent beaucoup de lumière bleue, eh ben, elles ont tendance à être diffusées par l'atmosphère terrestre. Alors elle est rediffusée à la fois par les petites particules fines de pollution qui sortent des pots d'échappement, des cheminées des usines, etc. Mais même de l'air pur, même de l'air très pur en haute montagne, va diffuser naturellement la lumière bleue. En fait, c'est la diffusion de la lumière bleue naturelle du soleil qui explique le bleu du ciel. Et donc quand on met de la lumière bleue pour éclairer une ville, en fait on éclaire légèrement le ciel. On crée un ciel bleu foncé, si vous voulez. Et donc en fait la lumière bleue ou la lumière blanche, qui contient de la lumière bleue, crée beaucoup plus de pollution lumineuse que les lampes à sodium classiques que vous voyez sur la photo en bas à droite là, qui éclairaient, disons traditionnellement, les routes et les villes et les villages la nuit. Donc il y a une solution assez simple pour ça, mais pour que cette solution soit adoptée, il faut convaincre les autorités de s'y intéresser. Ben, il existe des LED qu'on appelle les LED amber ou bien ambré, jaune ambré, qui ont plus ou moins le même spectre d'émission de lumière que les lampes à sodium basse pression qui éclairent encore l'autoroute belge, certaines parties de l'autoroute belge pour le moment. Et donc, du fait de leur émission spectrale de lumière dans le jaune, ces diodes électroluminescentes-là produisent beaucoup moins de pollution lumineuse que les exemples que vous avez à droite là, qui produisent en fait toutes les deux de la lumière bleue. Alors un autre problème avec la pollution lumineuse, ben, c'est le rapport avec les autres êtres vivants. On n'est pas seul sur cette planète. Alors vous avez sans doute déjà vu que les lampes halogènes ou les lampes à décharge qui chauffent pas mal attirent les insectes, et puis que les insectes se brûlent en fait au bout d'un moment au contact de ces lampes. Parce qu'il peut faire, autour d'une lampe halogène, il peut faire très chaud, quoi. Donc ils sont attirés par la lumière et ils brûlent. Quelque chose qui est moins connu, mais et pourtant c'est tout aussi préoccupant. Sur la photo de droite, là, on voit des oiseaux, donc des oiseaux migrateurs qui se baladent par centaines, qui la nuit se retrouvent piégés dans des rayons de lumière. Là, ils sont attirés par la lumière et ils se retrouvent piégés là. Et donc ça peut perturber vraiment leur route de migration. Ils vont prendre du retard, ils vont se retrouver bloqués là-dedans, ils vont s'épuiser, etc. Les deux grosses bandes bleues de lumière qu'on voit là, en fait, c'est ce qui était à New York au mémorial du World Trade Center, donc au mémorial des attentats du 11 septembre. Les deux tours manquantes ont été remplacées en fait par ce qu'on appelle des canons à lumière, des sky tracers.
Donc c'est une lumière un peu bleutée, très puissante, qui est émise dans le ciel et qui reproduisait la silhouette des deux tours qui s'étaient effondrées en 2001. Et en bas à gauche, là, vous avez aussi une mauvaise pratique qui consiste à placer des éclairages publics qui sont allumés la nuit sans réflecteur, sans protection, au milieu des arbres. Et ce qui se passe en fait, c'est que les arbres placés à côté de ces lampes, les feuilles des arbres à l'automne ne tombent jamais. Elles restent attachées à l'arbre. Donc ça pose tout un tas de problèmes de santé à ces arbres-là. Alors, des fois on présente en fait on présente souvent l'éclairage LED comme la lumière du futur, le top du top, la seule chose qui va nous sauver la planète, etc. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a quand même certaines alternatives au LED, au fluo compact, etc. qui existent. Et on a vu tous les problèmes que pouvaient poser les fluo compacts qui ont été vendus comme des lampes super écologiques et tout ça. Et je vais vous présenter deux alternatives qui sont contemporaines, qui sont assez étonnantes d'ailleurs. Donc l'éclairage au gaz et puis la renaissance de l'ampoule à incandescence. Alors l'éclairage au gaz, en fait, on trouve ça dans pas mal de villes, en fait. Ici, les deux photos de gauche, c'est à Berlin, et la photo à droite, c'est à Hong Kong. Berlin, en fait, c'est la ville, c'est le plus grand réseau au monde de lampes de rue qui fonctionnent au gaz. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Donc il y a tout un réseau de gaz qui alimente des éclairages publics. Juste si vous vous demandez quel type de lumière c'est, en fait c'est vraiment de la lumière à incandescence. Hein. Donc c'est un peu comme des lampes à filament, sauf qu'au lieu de pour chauffer la matière incandescente, au lieu d'utiliser de l'électricité qui va passer dans un filament, on fait brûler du gaz qui fait chauffer la matière et on obtient de l'incandescence. Et alors à Berlin, pour le moment, il y a une bataille entre certains milieux écologistes et les défenseurs de la lampe à gaz. Je vous ai mis deux liens. En fait, les défenseurs de la lampe à gaz ont écrit un argumentaire qui prouve d'après eux que les lampes à gaz sont bien supérieures aux lampes électriques, y compris d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Donc, ça coûterait moins cher, ça polluerait moins, etc. Je vous laisse regarder les sources que j'ai mis là. Et alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant. En fait, il y a un chercheur au MIT, ça a été publié en 2016 dans la revue Nature. Donc il y a une équipe qui a créé une nouvelle lampe à incandescence qui consomme largement moins d'énergie ou qui a un rendement largement supérieur aux meilleurs LED. En fait, pour le moment on a un prototype, mais le rendement supposé de cette nouvelle lampe à incandescence sera 2 fois meilleur ou serait 2 fois meilleur que les meilleures LED blanches actuelles. Alors le principe, c'est en fait d'avoir piégé le filament de la lampe à incandescence entre deux miroirs qui reflètent la lumière infrarouge. Donc la seule lumière qui peut sortir de ce sandwich de deux feuilles de verre, c'est la lumière visible. Et tous les infrarouges qui sont émis par le filament de tungstène incandescent sont reflétés vers l'intérieur, réabsorbés par le filament. Ça produit par conséquent davantage de chaleur pour produire de la lumière par incandescence. En fait, ce système existait déjà plus ou moins sous la même forme dans les lampes à sodium qui éclairent les autoroutes belges, là, les fameuses lampes SOX. Et donc les lampes à sodium basse pression. En fait, les lampes à sodium basse pression sont entourées d'une ampoule de verre qui reflète les infrarouges vers l'intérieur. Donc, selon le même principe, en fait, toute la chaleur qui est produite par le système est réémise vers le système qui produit de la lumière et recrée davantage de lumière.
conclusion, voilà, on peut se poser la question, quels sont en fait les critères qui permettent de qualifier la qualité ou non d'un éclairage artificiel. Donc, par exemple, est-ce que le critère d'énergie basé sur la colorimétrie est suffisant? Donc, est-ce qu'il suffit de dire une bonne lampe, c'est une lampe qui n'émet que de la lumière visible, que de la lumière à laquelle l'œil est sensible? On peut se demander par conséquent, est-ce que la lumière visible est suffisante dans tous les cas pour produire une bonne source de lumière? Ou bien est-ce que notre approche de la consommation versus lumière visible produite pour juger de la qualité d'un éclairage, est-ce qu'elle est biaisée? Donc ça, on se pose la question quand on sait que un certain nombre d'entre nous, des êtres humains qui vivent actuellement sur la Terre, passent de moins en moins de temps dehors et donc passent tout ce temps à la lumière artificielle de lampes qui sont conçues pour n'émettre ni infrarouge ni UV. Est-ce que c'est un problème ou pas? L'UV est-il toujours dangereux? On a vu que non. En fait, il nous faut une certaine quantité d'UV pour faire de la vitamine D notamment, mais évidemment, il en faut pas trop. Puis ça dépend quel UV. L'IR est vraiment superflu, ça dépend. L'IR, ça peut chauffer, ça peut faire baisser les factures de chauffage. L'IR, ça pourrait peut-être prévenir la peau d'un futur éclairement par UV, donc prévenir les coups de soleil. Peut-être que ce serait très bien que les lampes qu'on utilise le matin dans notre salle de bain émettent de l'infrarouge. La pollution lumineuse, c'est un vrai problème. C'est pas seulement un problème pour les gens qui observent le ciel la nuit, c'est un problème aussi pour les animaux, pour les insectes, pour la qualité du ciel. Est-ce que la lumière bleue est dangereuse? On a vu que des chercheurs, sans avoir une réponse définitive, promeuvent quand même l'établissement d'un principe de précaution pour les fréquences, pour les longueurs d'onde vraiment courtes. Donc la lumière bleue, on ne sait pas si c'est dangereux pour la rétine, mais il vaut mieux par précaution s'en méfier. On a vu aussi que la lumière bleue, ça a un effet sur le cycle de notre sommeil, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. D'ailleurs, dans les deux sens, si on veut passer une super nuit blanche à bosser, on va utiliser de la lumière bleue. Si on veut bien dormir, on va fuir ça comme la peste après 22 heures. Et donc, par rapport au futur de l'éclairage, on entend souvent que la LED c'est le top du top, ou bien que les fluocompacts c'est génial, et puis que les lumières à incandescence c'était vraiment super nul, que c'était du gâchis. Les lampes à gaz, beaucoup de gens croient que ça a disparu, en fait pas du tout. Il y a encore des villes entières qui s'éclairent au gaz. Et peut-être que le futur de l'éclairage, c'est un peu de tout ça. Et c'est certainement pas une technologie qui va l'emporter sur toutes les autres. En fait, on voit que en fonction des critères de qualité qu'on veut promouvoir, on va aller plutôt vers tel ou tel éclairage.